le mystère du Cecil Hotel et la tragédie d'Elisa Lam. En janvier 2013, âgée de 21 ans, Elisa Lam décide de partir en voyage dans la Californie du Sud. Elle quitte Vancouver le 22 janvier et se rend à San Diego, puis le 28 janvier 2013, Elisa Lam arrive à Los Angeles et s'installe au Stay on Main, un hôtel peu coûteux situé dans le centre de la ville. Elle prévoit d'y rester 4 jours, jusqu'au 1er février, avant de partir à Santa Cruz et puis à San Francisco pour découvrir le pays et ses régions. Mais le 1er février 2013, Elisa Lam, ne s'étant pas rendue à la réception pour redonner les clés pour son départ, et n'ayant pas contacté sa famille pour leur donner des nouvelles comme elle le faisait chaque jour pendant son séjour, est signalée disparue par ses parents à la police de Los Angeles. De là, commence une enquête qui constituera l'une des affaires les plus troublantes associées à cet hôtel, longuement médiatisée aux États-Unis ainsi qu'au Canada et partout ailleurs dans le monde, faisant couler beaucoup d'encre. Vous verrez qu'au fil de l'histoire, de nombreux faits étranges laissent perplexes quant à la conclusion de cette affaire. Bienvenue pour cette nouvelle histoire mystérieuse. Elisa Lam, née le 30 avril 1991 à Vancouver, au Canada, est une jeune femme issue d'une famille d'immigrés hongkongais, normale et sans histoire, comme beaucoup d'autres familles d'origine asiatique dans cette région. Elisa vit avec ses parents et sa sœur qui tiennent un restaurant dans un quartier de la ville de Burnaby, qui se trouve dans la banlieue de Vancouver. Étudiante en psychologie, Elisa est une personne complexe, naviguant entre son amour pour la vie et ses propres démons intérieurs, notamment dus à des troubles bipolaires et à une dépression qui la marque profondément. La vie d'Elisa Lam et ses confidences en ligne. Elisa Lam n'était pas seulement une étudiante, elle était aussi une jeune femme très connectée au monde numérique. Depuis 2010, elle tenait un blog où elle partageait ses pensées, ses humeurs et ses combats. Bien qu'elle ait des comptes sur plusieurs réseaux sociaux, c'est sur la plateforme Tumblr qu'elle se sentait le plus à l'aise pour se confier. Ce blog était un espace où elle pouvait exprimer ses sentiments sans filtre, où elle partageait des images, des textes et surtout ses billets d'humeur. Elle y était très présente et c'était pour elle un moyen de s'exprimer librement et sans complexe sur la routine de sa vie. Pour Elisa, Tumblr était une sorte de journal public, une manière de se libérer de ses pensées tout en sachant qu'elle serait lue par d'autres. Elle exprimait souvent son mal-être, son combat contre la dépression et les troubles bipolaires et sa difficulté à trouver sa place dans le monde. Ces mots révèlent une grande sensibilité et une certaine sagesse, mais aussi une profonde tristesse. Elle devait prendre 4 médicaments différents pour stabiliser son état mental, 2 antidépresseurs, un stabilisateur de l'humeur et un antipsychotique. Elle appelait cela le petit déjeuner des champions, une phrase qui reflète l'ironie désabusée avec laquelle elle affrontait sa condition. Au-delà de ces mots, les images qu'elle partageait sur son Tumblr nous offrent un aperçu de son monde intérieur. On y trouve des photos de mode, des références à Harry Potter, des images de David Bowie ou encore de Dale Cooper de Twin Peaks, des figures souvent associées à l'idée de transcendance ou de passage vers d'autres réalités. Aujourd'hui encore, son Tumblr reste un labyrinthe fascinant, un miroir de son esprit complexe, où chaque post semble murmurer un peu plus de son histoire. Le voyage en Californie, une quête d'évasion. En janvier 2013, Elisa Lam décide de partir à l'aventure seule dans le sud de la Californie. C'était sa première véritable escapade en solitaire, une tentative pour elle de s'éloigner de ses soucis et de trouver une sorte de répit intérieur. Elle quitte alors Vancouver le 22 janvier, armée de son optimisme fragile, de son blog et d'un budget limité. Elle arrive à Los Angeles le 28 janvier et s'installe au Stay on Main, un hôtel économique en plein centre-ville. Ce qu'elle ne sait probablement pas, c'est que cet hôtel n'est pas un établissement comme les autres.
le Stay on Main partage ses murs avec le Cecil Hotel, un lieu chargé d'une histoire sombre et sinistre. Durant son séjour à Los Angeles, Elisa visite des lieux emblématiques, elle assiste également à des concerts de jazz et même à l'enregistrement de l'émission d'un certain Conan O'Brien à Burbank. Elle se montre très sociable, extravertie même, selon les témoignages, mais des signes de troubles apparaissent bientôt. Elisa était en colocation avec 3 autres filles dans la chambre qu'elle louait au Stay on Main, et ces dernières se sont plaintes de son comportement très bizarre. Elisa laissait des petits mots désagréables sur leur lit. Elle refusait par exemple de leur ouvrir la porte et semblait parfois ailleurs, déconnectée. Le 30 janvier, elle est finalement transférée dans une chambre seule dans le même étage suite aux plaintes de ses colocataires. La veille de sa disparition, le 31 janvier, Elisa se rend à The Last Bookstore, une librairie célèbre de Los Angeles. La libraire se souvient d'une jeune femme joyeuse, amicale, achetant des livres et des disques pour sa famille. Mais cette apparence joyeuse masque peut-être une tempête intérieure. C'est le dernier jour où elle est vue en vie. La vidéo de l'ascenseur est la disparition d'Elisa Lam. Le 31 janvier 2013, Elisa Lam disparaît. Quelques jours plus tard, la dernière trace connue de son existence est révélée au monde sous la forme d'une vidéo très étrange, dérangeante, capturée par une caméra de surveillance dans l'ascenseur de l'hôtel. Dans cette vidéo de 4 minutes environ, Elisa entre dans l'ascenseur, elle appuie frénétiquement sur plusieurs boutons, puis elle semble paniquer. Elle jette des coups d'œil rapides et nerveux à l'extérieur. Elle se cache dans un coin, puis elle sort de l'ascenseur pour revenir quelques secondes plus tard. Elle bouge ses mains de manière inexplicable, comme si elle parlait à quelqu'un que nous n'arrivons pas à voir dans la vidéo. Cette vidéo devient rapidement virale, alimentant les spéculations et les théories sur ce qui pourrait bien se passer. Certains y voient un signe de troubles mentaux, d'autres suggèrent la présence d'un intrus invisible, voire d'un élément surnaturel. D'autres pensent qu'il y avait bien quelqu'un qui se disputait avec Elisa et qui se cachait volontairement de la caméra. Les cyberdétectives, quant à eux, passent des heures à décortiquer chaque détail. Ils découvrent par exemple que le bouton sur lequel Elisa appuie de manière frénétique maintient l'ascenseur ouvert pendant 2 minutes, expliquant alors pourquoi les portes ne se ferment pas durant la séquence vidéo. Mais malgré ces découvertes, le comportement d'Elisa reste un vrai mystère. Était-elle en train de fuir quelque chose ? Était-elle sous l'influence d'une crise psychotique due à l'arrêt de ses médicaments ? A-t-elle été en contact avec une personne de l'hôtel qui aurait voulu s'en prendre à elle ? Les questions restent ainsi sans réponse. La découverte macabre et l'enquête. Les jours passent sans qu'Elisa ne donne signe de vie et l'inquiétude grandit. Ce n'est que le 19 février 2013 qu'une découverte macabre est faite. Des touristes anglais se plaignent à la réception de l'hôtel de la faible pression d'eau et du goût étrange du liquide, mais aussi de sa couleur décrite comme étant plutôt de couleur sombre, se rapprochant du noir. Un employé est alors envoyé vérifier les réservoirs d'eau situés sur le toit du bâtiment. C'est à ce moment-là précisément que le tournant de cette histoire prendra de l'ampleur car l'employé va y faire une découverte terrifiante. Dans l'un des réservoirs, flottant face vers le haut, se trouve le corps d'Elisa Lam, nu. Son corps semble presque spectral, comme s'il était resté suspendu dans un état d'attente. Comment a-t-elle pu se retrouver là ? Comment se fait-il qu'elle était déshabillée ? Le réservoir d'eau possède une trappe sur le dessus qui était fermée, accessible uniquement par une petite échelle. Un des points soulevés d'ailleurs lors de l'enquête par les policiers est qu'ils ne savent pas pourquoi ils n'ont pas pensé à inspecter cette zone faisant partie du toit de l'hôtel. Peut-être auraient-ils pu détecter la présence d'Elisa à l'aide des chiens s'ils avaient pensé chercher à cet endroit-là. Très étrange. C'est un peu comme si quelque chose de surnaturel, si on pourrait dire ça comme ça, les a empêchés de se rendre à cet endroit-là précisément, sachant qu'ils ont couvert toute la zone du toit de l'hôtel dans leur recherche, excepté cette zone-là. L'enquête qui suit soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. L'autopsie conclut à une noyade accidentelle, suggérant qu'Elisa, dans un état psychotique,
aurait pu grimper sur le toit et se jeter dans le réservoir d'eau. Pourtant, cette conclusion ne convainc pas tout le monde. Comment une jeune femme, seule et en état de détresse, aurait-elle pu ouvrir et refermer le réservoir après y être entrée ? La scène ne laisse aucun indice de lutte, et ses effets personnels trouvés dans sa chambre n'indiquent rien de suspect. Un des policiers présents lors de la découverte du corps a précisé que la trappe du réservoir était bien fermée, ajoutant une couche supplémentaire d'énigme à cette affaire lorsque l'employé Santiago Lopez, qui a trouvé le corps, a indiqué le contraire, à savoir que la trappe du réservoir d'eau était ouverte lorsqu'il a découvert le corps. De là, beaucoup de gens ont commencé à parler de théorie du complot, suggérant que la police de Los Angeles aurait masqué une partie de la vérité sur cette histoire. De multiples autres théories ont été avancées tout au long de l'enquête, mais aucune ne parvient à expliquer de manière satisfaisante les circonstances étranges de cette découverte. Le fait qu'Elisa ait été retrouvée nue a alimenté d'autres spéculations, mais là encore, sans aucune conclusion définitive. Quant à la position de son corps, elle est inhabituelle. En général, lorsqu'un corps sans vie flotte dans l'eau, le visage et les membres sont plutôt tournés vers le bas. Mais ici, le visage était tourné vers le haut. Le médecin légiste a suggéré une explication technique à ce sujet. Il a indiqué que l'eau du réservoir étant régulièrement utilisée par les clients de l'hôtel, le niveau de l'eau aurait pu fluctuer, provoquant ainsi des mouvements du corps. Malgré cette hypothèse, bien qu'elle soit intéressante et plutôt logique, elle ne parvient pas à dissiper les nombreuses questions qui entourent cette affaire tragique. Le Cecil Hotel, un lieu maudit. Le Cecil Hotel n'est pas un simple hôtel. Depuis son ouverture, en 1927, il a été le théâtre de multiples suicides, de meurtres et d'autres événements tragiques. L'endroit a vu tellement de morts violentes qu'il en est devenu presque un aimant pour les malheurs. Les exemples abondent et je ne vais en citer que quelques-uns tellement la liste est longue. En 1931, William Kelly Norton se suicide en avalant du poison. En 1962, Pauline Houghton saute du 9e étage, tuant un passant en dessous lors de sa terrible chute. En 1964, une retraitée est violée et assassinée dans sa chambre en pleine journée. Au fil des ans, le Cecil Hotel est devenu un refuge pour les marginaux, les sans-abri et même, pour un temps, des tueurs en série comme Richard Ramirez, appelé le Night Stalker en raison de la nature de ses crimes entre 1984 et 1985, pour lesquels il a terrorisé la région de Los Angeles en commettant une série de meurtres et d'agressions atroces, et essentiellement durant la nuit. Cet hôtel est si sinistre qu'il a inspiré des œuvres de fiction comme la série American Horror Story. Mais pour les résidents de Skid Row, le quartier où il se trouve, il est bien réel, et sa réputation n'est pas qu'un simple mythe. Des drames s'y sont réellement produits depuis toujours, comme l'indiquent bon nombre de résidents du quartier ou de sans-abri ayant côtoyé cet hôtel. L'hôtel a été un témoin muet de tant de tragédies que la mort d'Elisa Lam semble s'inscrire dans une longue liste de catastrophes. Mais contrairement à d'autres, celle-ci a pris une ampleur mondiale grâce à la vidéo virale transformant l'hôtel en un lieu de pèlerinage pour ceux fascinés par le morbide. Les théories et la cyber-enquête. La découverte du corps d'Elisa Lam n'a fait qu'alimenter les spéculations et les théories sur sa mort. Sur Internet, une véritable enquête parallèle s'est mise en place, menée par les cyberdétectives du monde entier. Ces enquêteurs amateurs ont passé des heures à analyser les publications Tumblr d'Elisa, à décrypter la vidéo de l'ascenseur et à relier les points pour tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé. L'une des théories les plus populaires est celle du meurtre. Certains pensent qu'Elisa aurait fait une rencontre fatale au Cecil Hotel, peut-être avec un résident du quartier de Skid Row, ou même avec quelqu'un d'autre logeant à l'hôtel. Les ascenseurs du Stay on Main étaient partagés avec le reste du Cecil, un hôtel infesté de toxicomanes, de criminels et de sans-abri. Il est possible qu'elle ait été suivie ou piégée. D'autres théories évoquent le paranormal. L'histoire de l'hôtel, son passé trouble et les événements inexplicables qui s'y sont déroulés ont fait naître l'idée que quelque chose de surnaturel pourrait être en jeu et avoir un lien direct avec cette histoire tragique. Certains ont même comparé l'affaire du film Darkwater
de Hideo Nakata, sorti en 2002 et adapté en 2005 par une production américaine, dans lequel on voit une jeune fille qui se noie dans un réservoir d'eau sur le toit d'un immeuble. D'autres similitudes sont très troublantes, comme la tenue de la fille qui est similaire à celle d'Elisa, à savoir une veste rouge, les mouvements étranges dans l'ascenseur, ainsi que l'eau noire qui coule des robinets que l'on peut apercevoir dans ce film. Des rumeurs, à la suite de cette similarité troublante trouvée par les cyber-enquêteurs, ont surgi suggérant qu'une personne instable, qui aurait vu ce film des années auparavant, aurait voulu reproduire cette scène avec Elisa et l'aurait donc jetée dans le réservoir pour assouvir ses pulsions. Denis Romero, journaliste pour le Los Angeles Weekly, partage rapidement la vidéo sur sa chaîne YouTube et elle devient instantanément virale. En quelques jours, la vidéo se répand sur les réseaux sociaux, accumulant des millions de vues, notamment sur un site chinois. D'autres cyberdétectives du monde entier se mettent à analyser chaque détail de l'affaire. Ils examinent minutieusement les publications Tumblr d'Elisa à la recherche d'indices, puis se concentrent sur la vidéo de l'ascenseur. L'un des premiers mystères qu'ils résolvent est celui des portes de l'ascenseur qui ne se ferment pas. En reproduisant les gestes d'Elisa au Stay on Main, ils découvrent qu'elle avait appuyé sur un bouton spécifique destiné à maintenir les portes ouvertes pendant 2 minutes. L'ascenseur, au final, n'avait rien de défectueux. Les cyberdétectives identifient également l'étage où la scène a été filmée. Il ne s'agit pas du 5e étage où Elisa logeait, mais du 14e, l'avant-dernier étage de l'hôtel. Ils le comprennent en observant que le bouton de cet étage s'éteint immédiatement après qu'elle ait retiré son doigt, contrairement aux autres boutons. Cependant, la vidéo présente d'autres bizarreries, notamment un timecode difficilement lisible. Les internautes remarquent que les millisecondes ne défilent pas correctement et que la vidéo semble avoir été ralentie de plus de 30%. Ils repèrent également une coupure juste avant la fermeture des portes, révélant une absence possible de plus de 50 secondes de vidéo. Cette minute environ manquante alimente de nombreuses spéculations. Certains pensent qu'un employé de l'hôtel a modifié volontairement la vidéo, ou tandis que d'autres personnes soupçonnent la police ou la direction de l'hôtel d'avoir voulu dissimuler des informations. Une affaire toujours non résolue. Des années après les faits, le mystère entourant la mort d'Elisa Lam reste non résolu pour beaucoup. Officiellement, d'après le rapport du médecin légiste en charge d'examiner le corps d'Elisa, rendu plus de 4 mois après le début de l'autopsie, il s'agirait formellement d'un accident causé par un épisode psychotique. Aucune trace de drogue n'a cependant été retrouvée dans les analyses ni des médicaments qu'elle prenait, laissant penser les enquêteurs qu'elle ne prenait pas sérieusement ces médicaments. De plus, aucune marque de coup, de strangulation ou d'autres signes de violence quelconque n'a été décelée. Mais pour ceux qui ont suivi l'affaire de près, cette conclusion ne répond pas à toutes les questions. L'histoire d'Elisa Lam est devenue plus qu'un simple fait divers. Le Cecil Hotel, avec son passé sombre, reste un lieu de mystère et de fascination. Aujourd'hui et depuis 2017, l'hôtel a fermé ses portes et a été racheté par une compagnie new-yorkaise. La famille d'Elisa avait tenté un procès contre l'hôtel pour manquement à la sécurité des résidents, étant donné du fait que n'importe qui pouvait accéder au toit. Cependant, la justice a tranché en faveur de l'hôtel grâce à une défense solide expliquant que l'hôtel avait bien fait son travail en installant une alarme sur la porte du toit qui fonctionnait mais qui n'a jamais sonné, laissant donc penser qu'Elisa ne serait pas passée par cette porte, mais plutôt volontairement par une fenêtre donnant sur des escaliers menant au toit. Elle avait dit dans un post Tumblr « Que serais-je devenue sans Internet ?» Selon moi, si on traîne sur Internet, c'est parce qu'on n'est pas capable de trouver dans la vraie vie les éléments nécessaires à notre survie. Alors, on cherche inlassablement, seul. La question que l'on se posera à jamais est comment Elisa est-elle morte ? Elisa Lam s'est retrouvée piégée par un enchaînement de circonstances tragiques. Venue en touriste pour découvrir le monde et s'envoler de ses propres ailes, elle a été trompée par l'apparence de normalité que le Stay on Main offrait, sans se douter du danger qui se cachait derrière ses murs. Elisa, jeune et innocente, est entrée dans un lieu marqué par la souffrance, la pauvreté et la mort.
Même si elle n'a pas forcément croisé la route d'une personne mal intentionnée, elle s'est retrouvée face à une réalité bien plus sombre que ce qu'elle imaginait. Que ce soit dans les rues, autour de l'hôtel ou au sinistre 14e étage où elle a trouvé la mort. Que ce soit un meurtre ou un accident, Elisa Lam est avant tout une victime du Cecil Hotel et fera partie des personnes dont l'affaire n'aura peut-être jamais de dénouement certain. Enfin, un dernier fait troublant concerne le lieu de son enterrement. Il existe un lien qui connecte le cimetière où l'âme repose en paix et le dernier lieu qu'elle a visité avant sa mort. La dernière fois qu'elle a été aperçue en dehors du Cecil Hotel, c'était à The Last Bookstore, la bibliothèque qui se trouve à Los Angeles, dans laquelle elle avait acheté des cadeaux pour sa famille. Des enquêteurs en ligne ont fouillé les informations du domaine de la librairie et ont découvert un code postal, V5G4S2. En entrant ce code dans Google Maps, il pointe directement vers la tombe de l'âme, située au Forest Lawn Memorial Park à Burnaby, au Canada. Cette coïncidence troublante, qui s'ajoute aux éléments déjà évoqués, ainsi que les moments étranges filmés dans l'ascenseur et le dénouement tragique de cette histoire, renforce l'idée que les aspects mystérieux et les théories conspirationnistes pourraient être parmi les explications les plus plausibles de la mort d'Elisa Lam. C'est ainsi que se termine l'une des histoires les plus tragiques et mystérieuses de ces 15 dernières années aux États-Unis, dans laquelle toutes ces ambiguïtés et coïncidences nous laissent totalement perplexes et désemparés, ne sachant pas quelle piste la plus plausible serait en lien direct avec le décès d'Elisa Lam. Dans le cas où vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je tiens à vous en remercier sincèrement. N'hésitez surtout pas à partager vos commentaires sur cette affaire tragique et mystérieuse d'Elisa Lam, et puis me dire ce que vous en avez pensé, mais aussi apporter des informations complémentaires que je n'aurais peut-être pas traitées dans cette vidéo éventuellement. Mon objectif étant de faire grandir la chaîne, j'ai réellement besoin de votre soutien pour y parvenir, et je tiens également à remercier déjà toutes les personnes qui me soutiennent dans le travail que j'effectue. Cela me permet de continuer à vous proposer de nouvelles vidéos tout en améliorant la qualité du contenu au fil du temps. N'oubliez surtout pas de laisser un pouce bleu, mais aussi de vous abonner pour ne rien manquer des prochains contenus, et enfin de partager les vidéos si elles vous ont plu, et je vous dis à très bientôt.